Je vais faire entrer ceux qui sont déjà dans la salle d'attente et ainsi dès que tout le monde est entré, voilà. Mesdames, messieurs, chers participants, chères participantes, c'est pour moi un réel plaisir, un honneur de vous accueillir pour le dernier Move Up Talk de cette première saison. Et oui, les bonnes choses ont une fin, mais la fin d'une chose marque également le commencement d'une autre. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour nous, aujourd'hui, nous tenions à vous accueillir avec un panel de choix, finalement, des coachs qui ont une histoire, qui ont une énergie, qui non seulement est impactante, mais également nourrissante et ressourçante. Je le parle d'expérience. J'espère que tout au long de ce webinaire, ce Move Up Talk qui finalement porte sur une thématique assez puissante, vous aurez l'occasion d'être imprégné par leur énergie et pourquoi pas, c'est le but de Move Up, poursuivre au travers d'autres plateformes afin de continuer ce talk. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous l'avons fait un dimanche sur votre demande parce que finalement, c'est bien de le faire en semaine, mais les différents impératifs peuvent nous amener finalement à ne pas être concentrés ou simplement à être empêchés. Donc, un dimanche après-midi pour parler des récits de vie. Oui, aujourd'hui, nous allons parler des récits de vie, mais qu'entendons-nous par là? Nous voulons, au travers des récits de vie, explorer la puissance des mots que nous pouvons mettre sur nos mots. Un beau jeu de mots finalement. Et au fait, nous allons mettre en lumière au travers d'histoires personnelles, mais également de parcours professionnels, comment est-ce qu'on peut arriver à faire de nos histoires, oui c'est ça, de nos histoires, des clés de compréhension pour de la résilience, pour de la transformation, comment on peut arriver à utiliser les mots que l'on reçoit ou simplement que faire des mots que l'on reçoit pour en faire des leviers de notre transformation. Alors, je ne suis pas seule, vous l'avez vu au travers des affiches, je suis très bien accompagnée. Habituellement, on dit honneur aux dames, mais non. Aujourd'hui, je dirais autrement. Honneur aux messieurs. Donc, nous sommes accompagnés aujourd'hui d'un coach, un ami, Michel, bienvenue, Michel Bienert. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors, Michel est à la fois coach, mais également il est on va dire, à l'initiative d'un autre mouvement, We Are Ready for You, et également à une structure qui accompagne d'autres structures dans différents types de thématiques, allant de la multiculturalité, le management. J'ai envie de dire, comme lui-même il le dit, il touche à beaucoup de matières, tout ce qui a trait aux soft skills. Mais à côté de ça, moi, Michel, j'ai voulu que tu sois parmi nous
par rapport à ta sensibilité dans ton accompagnement de l'humain et à la question du sens qui pour toi est importante. Et je sais également que ton parcours, comme le parcours de d'autres certainement, mais en tout cas est empreint de résilience, de retournement et finalement différentes vies en une. Donc merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un honneur et un plaisir, Michel. Oui, c'est un privilège pour moi d'être là aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Alors, à côté de Michel, nous avons Azna. Azna qui nous rejoint donc Michel nous rejoint de la Belgique. Azna qui est également coach et qui pilote aux côtés de Stéphane une très belle structure Nkansuru qui a beaucoup d'impact au niveau de Madagascar, mais qui, elle, à titre personnel, elle est coach, mais elle a un battement de cœur. Elle a lancé une initiative Hope. Hope qui apporte pas mal de changements, qui est empreint, comme son nom l'indique, d'espoir et apporte de l'espoir aux jeunes, aux petites filles, aux jeunes filles et aux femmes de Madagascar. La question de la résilience, c'est sa vie, c'est son impact, c'est son ADN. Oui, c'est aussi une belle histoire, Asna. J'ai connecté avec elle il y a quelque temps, mais j'ai l'impression que ça fait très longtemps, comme quoi hein, le temps ne veut rien dire quand il y a du qualitatif. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre et merci d'être parmi nous finalement, Asna. Bonsoir Alexandra, bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir d'être avec toi et d'être avec Move Talk. Merci, Azna. Alors, normalement, nous avons également Mamé Binta Diouf Diallo. Es-tu parmi nous? Parce qu'elle m'avait prévenu qu'elle avait des challenges de connexion. Es-tu parmi nous, Mamé Binta? Alors, je pense qu'elle ne nous a pas encore rejoints, mais ce n'est pas un problème. Elle est en train de se connecter. Donc, je vais finir les présentations avec Edwige. Edwige qui est une sœur, j'ai envie de dire. Edwige des hauts et des bas. Elle a une carrière aussi dans le coaching, dans l'accompagnement des structures, dans la consultance dans les organisations et également, comme Asna, un battement de cœur pour les femmes notamment en termes d'autonomisation, en termes de par son background financier, en termes d'inclusion financière. Donc, Edoui, j'ai tenu à t'avoir parmi nous pour cette force de la nature que tu es, au travers de la douceur, beaucoup de résilience, un vécu et finalement cette écoute et l'importance que tu accordes aux mots que tu finalement, que tu délivres, que tu donnes aux autres. Je l'ai toujours ressenti et je pense que ce sera très intéressant de t'écouter. Merci d'être parmi nous, Edwige. Un grand plaisir pour moi. Merci, Alexandra. Alors, sans plus tarder, je vais donc... Alors, je suis votre humble servante, j'ai envie de dire, Alexandra Kizizier. Donc, je suis à l'initiative de MoveUp, mais je n'aime pas trop le dire comme ça parce que derrière MoveUp est porté par beaucoup d'autres dames, que ce soit les MoveUp Ladies qui nous ont accompagnés dès le début et tous les MoveUp ambassadeurs, dont Edwige, Michel, Azna ou Mamé Binta Diallo et tant d'autres. Donc, finalement, j'ai plutôt envie aujourd'hui de me présenter à vous comme modératrice de ce panel. Je vais, comme vous, profiter, me nourrir. J'avais tellement hâte de tout ce qu'ils vont dire et j'espère qu'il y aura vraiment un feu d'artifice final pour nous permettre de démarrer ces vacances ou en tout cas cette période basse avec de très bonnes bases. Alors, Edwige, Michel, Azna, êtes-vous prêts? Prête? Absolument. Oui, prête. Yeah, super. Ben, écoutez, nous allons avoir un agenda qui va être, on va dire, ponctué de quatre moments forts qui s'affichent à l'écran. Le premier moment va être, on va dire, va être vraiment porté sur les témoignages personnels. Pour moi, l'importance d'être crédible, l'importance finalement de ce vécu qui nous permet d'avoir une certaine légitimité en tant que coach et en tant que finalement personnes qui veulent partager de l'expérience. Mais écoutez, j'ai envie de vous demander, donc je vais peut-être commencer par toi, Edwige. Edwige, y a-t-il un moment dans ta vie où les mots t'ont sauvé? Finalement, j'ai envie de savoir si à un moment donné, les mots ont marqué une étape au fait dans ta vie, un tournant dans ton parcours de résilience.
Merci Alexandra. Oui, les mots en fait ont une importance assez particulière pour moi. Pourquoi? Parce que à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à tenir un journal intime. Et au départ, j'ai commencé ça plutôt pour le fun, enfin, vraiment comme ça, parce que j'aimais bien écrire de manière générale. C'est vraiment devenu une habitude. Et je me suis rendu compte de l'importance de ce journal quand j'ai commencé à réellement y consigner les moments difficiles, quand j'ai commencé à m'en servir pour évacuer le trop plein d'émotions par moment, en fait. Donc, c'est vrai que ma relation assez particulière avec les mots, d'abord écrit, a commencé assez tôt, un peu par hasard au départ, mais c'est véritablement devenu quelque chose de disons, connecté à mon vécu à différentes reprises et qui revient assez régulièrement. Donc, j'ai notamment durant mon adolescence, ça a été très important parce que j'avais pas forcément euh, l'habitude de me confier. Et donc, le fait de consigner par écrit mes émotions me permettait de mieux les analyser après les avoir extériorisées. Et je sentais que ça avait un effet régulateur, en fait. Je connaissais pas du tout, je savais pas du tout que ça avait un effet thérapeutique à l'époque, mais rétrospectivement, je me rends compte que c'est ce que ça a fait pour moi très tôt dans ma vie, finalement. Merci Edwige, thank you. Michel, de ton côté, quand est-ce qu'a eu lieu cette prise de conscience de l'importance des mots, de leur justesse, de leur impact sur toi ou sur finalement sur ton parcours? Je vais être très honnête, Alexandra. J'ai commencé à réfléchir à cette question quand tu m'as invité J'adore ton à, authenticité. à cette conversation en ligne. Bon, évidemment, je savais que les mots étaient importants, mais vraiment, j'avais jamais consacré enfin, je n'y avais jamais consacré de temps vraiment à essayer de comprendre. Et donc, avec le recul, moi, j'ai identifié deux moments. Un premier, juste à l'instant, en écoutant Edwige, je me suis dit, bah, tiens, en fait, aussi, moi, dans ma jeunesse, j'avais une marraine qui habitait très loin, que j'aimais beaucoup. Et c'était une femme qui n'avait pas d'enfant, donc j'étais un peu son fils presque, hein, puisque j'étais son filleul. Et je lui écrivais des lettres. Très jeune déjà, j'écrivais des lettres. Et quand elle est décédée, j'ai récupéré toutes ces lettres que je lui avais écrites. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, que voilà, déjà très jeune, bah, écrire des lettres, quand on est enfant, c'est un moment où on pose des mots. Ce sont des mots, évidemment, d'enfant, mais aussi des mots très tendres vis-à-vis de quelqu'un qu'on aime beaucoup. Donc, voilà, ça, c'est un moment, je pense, important, où, en tant qu'enfant, on apprend quelque chose, en fait, hein. Et puis, un autre moment, c'était pendant le Covid. Comme pour beaucoup, étant indépendant, ayant une entreprise, bah, je me suis retrouvé sur le carreau puisque je n'avais plus le droit de travailler comme je le faisais avant. J'étais beaucoup dans les formations présentielles et quasi essentiellement d'ailleurs. Et du jour au lendemain, tout s'est écroulé. Donc d'abord, grosse surprise comme tout le monde. Et ensuite, bah, j'ai cherché à trouver des solutions pour quand même continuer mon activité et j'ai fait appel à un coach. À un coach de chez Coaching Ways qui s'appelle Mario Rastelli, qui a eu la gentillesse de me coacher pendant cette période compliquée. Et donc à l'époque, je me souviens très bien, j'avais un double sentiment. Je me sentais, j'avais de la culpabilité de ne pas faire ce qu'il fallait, parce que j'avais l'impression que ce que je faisais ne marchait pas ou que j'y connaissais rien. En fait, il fallait passer au digital, hein. C'était ça un peu l'idée. Et j'avais l'impression, voilà, je ressentais de la culpabilité de ne pas y arriver, mais aussi de la honte. J'avais honte, j'étais honteux parce que j'avais l'impression que tout le monde réussissait sauf moi. Bon, il s'avérait par la suite que c'était faux, mais bon, hein, quand on est seul chez soi et qu'on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde est formidable, tout le monde réussit super bien, il n'y a que des champions du monde partout qui se vantent de tout réussir. Et donc, je ressentais de la culpabilité par rapport à ça et de la honte. Et ces mots à lui m'ont vraiment sauvé à ce moment-là, parce que je pense que j'aurais pu faire une dépression ou un burn-out à force d'essayer et de ne pas y arriver.
Et il a été d'une gentillesse énorme. Il m'a dit que je n'avais pas à avoir honte du tout, que ce que je faisais, c'était très bien et qu'on n'est pas jugé par rapport à ce qu'on fait toujours ici et maintenant, qu'il faut voir ça sur le long terme et que voilà, qu'à force d'essayer, il y a forcément quelque chose qui allait se passer. Et puis que de toute manière, la situation qu'on vivait à l'époque était complètement folle, hein. Il y avait tellement de choses qu'on ne maîtrisait pas et que voilà, et qu'il n'y avait vraiment aucune raison d'avoir honte ni de se sentir coupable. Et donc, ce sont vraiment, il a fait du renforcement positif. Ouais, good. Hein, donc, il m'a donné beaucoup de confiance en moi, il m'a donné beaucoup de signes de reconnaissance, et donc ça m'a permis de retrouver l'estime de soi, l'estime de moi-même et aussi confiance en moi. Good, thank you. Merci Michel. Asna, de ton côté, même question. Alors pour moi, je pense que il y a deux moments, enfin, qui se complètent, et où les mots avaient vraiment un pouvoir tant au début destructif et après constructif. Tout au long de mon enfance, en fait, dans le contexte, en tout cas à Madagascar, euh, mes parents, j'avais deux parents qui étaient, on va dire, qui travaillaient énormément. Donc, il y avait ma maman qui travaillait, qui était banquière, donc qui travaillait énormément. Mon papa qui était dans la politique. Et donc, ce sont deux personnes qui m'ont considéré, enfin, on n'était que deux, hein, donc j'ai un frère unique. Ils nous considéraient comme des adultes dès que j'ai l'âge de 7 ans. Donc, ça veut dire quoi? Donc, les mots que j'entendais quand j'étais petite, c'était vraiment tout de suite des mots empreints de responsabilité. Donc, ils m'apportaient plus de la pression. Il fallait avoir les bonnes notes. Donc, la preuve, j'ai eu mon bac à 14 ans, donc très tôt, parce qu'il fallait absolument réussir très vite. Donc, les mots m'ont plus empêché on va dire, de vivre, même si j'ai avancé, hein, je les remercie parce que d'un côté, c'est pour ça que je dis c'est destructif et en même temps c'est constructif parce que ça m'a permis d'être adulte très vite, d'être responsable très vite. Et puis, donc jusqu'à ce que je découvre le livre de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres et non des murs, où en fait j'ai découvert que les mots peuvent aussi être une ouverture sur d'autres choses. Et donc ça m'a permis d'avoir une autre vision en fait de cette enfance que j'avais et de voir le côté positif de cette enfance-là. Et c'est là que j'ai découvert que que nous sommes une personne à part entière. Donc, si mes parents, par exemple, ne faisaient pas attention aux mots qu'ils disaient, qu'ils croyaient bien faire quand j'étais petite, que moi, en tant que personne entière, je peux faire attention aux mots que je me parle. Donc, pour moi, c'est plus, et d'ailleurs, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est le self-talk. C'est vraiment faire attention aux mots qu'on se dit à soi, parce que même si toutes les personnes autour de nous sont libres hein, de dire, d'utiliser les mots, même si ce sont des mots très durs. Mais nous avons toujours le choix, en fait, de les recevoir et aussi de les transformer quand ça arrive chez nous. Donc, c'est vraiment cette découverte de Marshall Rosenberg. Et d'ailleurs, après, j'ai suivi une formation, la communication créatrice de valeur de Marshall Rosenberg, qui me permet, en fait, de dire que le langage n'est pas neutre. C'est vrai, le langage, donc par les mots, peut séparer, ça peut aussi relier. Euh, mais ce livre, et je le recommande fortement, a bouleversé ma manière de me parler à moi-même. C'était euh, si avant je mettais beaucoup d'énergie à écouter les mots des autres, maintenant j'écoute mes mots à moi. Et même si parfois les mots des autres peuvent être durs et très très durs, je me dis bah entre l'autre et moi, il y a moi encore. Donc avec mes émotions, mon regard sur moi, je peux transformer les choses et que la transformation parfois hein, commence dans le silence. Et c'est ce que j'ai envie de dire, que les mots aussi parfois, ça peut se dire en tête. Donc c'est de ne pas forcément de les écrire, mais de les dire. Et c'est à travers le silence qu'on le dit. Et concrètement, quand je suis par exemple avec une personne qui est très
on va dire, qui a beaucoup d'énergie négative en face de moi, au lieu de répondre par des mots, bah, je me parle à moi-même en silence et je me rassure. Et c'est une force et ça libère aussi Oui, quelque part. Donc depuis, j'ai envie de dire que euh, j'ai fait un chemin de conscience et de silence. tout à fait. Et pour moi, les mots, c'était vraiment un pont vers moi. Vers Voilà. toi. Ouais. J'ai envie de rebondir avant de passer la parole à Mamé Binta. Bienvenue parmi nous, contente de t'avoir à bord. Euh, Écoute, Asna, quand tu le dis, petite parenthèse, je n'oublierai jamais une fois, on échangeait, c'est un moment compliqué et tu m'as posé, je t'ai demandé, je veux que tu me coaches et tu m'as dit non, coach-toi toi-même. Alors je dis, mais Asna, et du coup tu dis, je pourrais le faire, mais tu seras la meilleure coach pour toi. Et là, directement, j'oublierai jamais parce que tu me dis, est-ce que tu te parles? Et je t'ai répondu, oui, je me parle. Tu dis non. Parle-toi réellement, dis-toi les choses. Et là, ça a été le démarrage du self-talking. Et je peux te dire que je ne lâche plus cette affaire. Et les enfants en ont marre, l'entourage en a marre, mais on poursuit et on s'accroche. Alors, C'est très bien. super. Mamé Binta, merci de nous rejoindre. Merci Alexandra. Et désolé, j'ai eu quelques soucis, pas de connexion, mais c'était plus mon ordinateur qui ralentissait. Mais voilà, je suis avec vous, heureuse d'être ici. J'ai déjà pu écouter Michel et Asna avec plaisir. Super. Ben, écoute, tu es arrivé juste au bon moment et j'ai envie de t'adresser la même question. Les mots dans ton parcours, ça peut être personnel, professionnel. Quand est-ce que tu as réalisé qu'ils avaient une certaine importance, que les mots là, c'est pas juste des mots, mais que ça peut être des leviers pour nous propulser ou devenir des freins qui génèrent des croyances limitantes. Quand est-ce que tu as pris conscience de ça? Moi, je crois qu'en fait, j'ai toujours aimé les mots. De toute mon existence, hein. Je suis une vraie littéraire. J'ai toujours essayé de trouver du sens. Mais en fait, je ne me rendais pas compte de la raison qui faisait que je faisais ça. Donc, j'aimais écrire, j'aimais comprendre les choses, j'aimais aller toujours dans une compréhension approfondie, en fait, surtout des relations humaines. Et à un moment de ma vie, je crois que ça va faire bientôt 10 ans, j'ai eu beaucoup de travail, je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. En même temps que je travaillais beaucoup aussi, j'avais un bébé hein, qui était tout petit, c'était un rythme très effréné et je suis tombée malade. Et je crois que c'était la période charnière de ma vie. C'est une période, bon, là, je peux dire, j'ai adoré cette période, mais c'était pas la période la plus facile de ma vie. Mais en fait, cette période où je me suis affaiblie m'a beaucoup permis d'aller me poser certaines questions et en fait, une ostéopathe qui me faisait des séances d'ostéopathie m'a envoyé vers une dame. Et cette dame, en fait, c'était une coach. Une coach qui vivait au Sénégal qui s'appelle Nathalie Vérac. Et, euh, et Nathalie, en fait, a pu, avec ses mots à elle, me questionner pour que moi, j'aille trouver maintenant du sens euh, à, à beaucoup de choses. Et en fait, je crois que c'est de là où j'ai pris conscience, en fait, de ma façon de fonctionner. J'ai pris sens, en fait, aux mots que je me disais. J'ai beaucoup aimé Alexandra, toi et Azina en train de dire il faut se parler à soi. Je me parlais à moi, mais sans pour autant avoir cette écoute active pour moi. C'est différent. Et donc, quand j'ai commencé à vraiment me parler et à vraiment euh, me questionner sur ce qui faisait sens pour moi. Je crois que c'est ce qui m'a, au fil des années, hein, parce que je suis devenue coach quand même, on peut dire presque 6, 7 ans plus tard. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a amené au coaching. Mais en fait, oui, ça m'a permis vraiment, dans tous les actes que je faisais, de m'écouter et de trouver qu'est-ce qui faisait sens pour moi. Et je crois que ça a transformé en fait ma vie. Je me parle beaucoup aussi, hein, comme vous. Moi, je me parle, je me pose des questions dans ma tête. Et je crois que c'est hyper important de se poser ces questions-là qui vont faire que, même dans des situations où on est moins confortable, de se dire, ah oui, qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça? Qu'est-ce qui fait que ça me dérange? Et d'aller se questionner pour après trouver, nous, nos propres mots, MOTS, qui vont un peu calmer ces mots MAUX, parfois qu'on ressent si, si ça peut être quelque chose vraiment d'inconfortable. Génial. Et voilà, et je suis heureuse de participer à cette discussion parce que vraiment, les mots ont beaucoup de sens. Les mots que l'on se dit
les mots que notre entourage nous renvoie. Par exemple, quand on est enfant, ça nous marque à vie. Et de plus en plus, moi, par exemple, je deviens un peu une maniaque des mots qui sont lancés aux enfants. Je regarde, je fais attention. Peut-être des fois, je me dis, est-ce que je fais même pas trop attention? Mais en fait, oui, je fais attention pour ne pas aussi lâcher certains mots qui peuvent avoir un impact que nous, des fois, on ne mesure pas. Yeah. Donc, voilà, en Thank quelque you, sorte. Mamie Binta. Les mots, être regardant sur les mots que l'on écoute. Moi, j'en fais même une fixation et parfois, c'est pas très bien compris de l'entourage. Tu n'exagères pas, non. Et j'essaye au maximum d'encourager chacun de se préserver, de vraiment préserver son énergie et essayer de s'entourer au maximum de personnes qui ont des mots qui peuvent avoir un impact positif. Alors maintenant, nous allons avancer vers le deuxième volet qui est la discussion libre. Cher coach, à chacun, je vais vous adresser une question à laquelle je vous laisserai la liberté de répondre suivant l'axe qui vous semble le plus intéressant. Je vais commencer avec Asna. Asna, la parole comme acte de guérison, la parole comme acte de renaissance. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ça? Alors, alors, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est dingue la connexion. Parce que je pense que la parole, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'était le pont euh, entre, euh, entre ce qui se passe, la réalité et le self, hein. Donc, je dirais que c'est la parole, ça nous aide à avoir une sorte de clarté dans les temps d'obscurité. Euh, Ça nous permet aussi, on va dire, parce que il y a des moments en fait où tout vacille et on le voit avec les actualités en ce moment, hein, tout ce qui se passe un peu partout, les repères tombent. Il y a des certitudes qui s'effondrent. On peut aussi constater de grandes douleurs qui remontent à la surface. Donc c'est vraiment pas évident et on essaie de chercher à l'extérieur autour de nous, mais on se rend compte que même autour de nous, c'est aussi le chaos. Enfin, euh, je rejoins totalement Michel quand il disait tout à l'heure que pendant le Covid, c'est vrai que quand on regardait les réseaux sociaux, on avait l'impression que les personnes étaient sur un autre monde, que pour eux ça allait. Et en fait, on se rend compte que bah non, en fait, c'est que surface tout ça. C'est vraiment c'est le personnel qu'ils nous montraient, mais à l'intérieur, c'était le cas aussi pour eux. Donc, c'est pour ça que, euh, encore une fois, c'est pour ça que le self-talk dont je parlais tout à l'heure prenait tout son sens. Et pourquoi est-ce que, oui, moi, je peux vraiment témoigner que les mots, en tout cas, étaient pour moi un acte de guérison, et même pour les clients que j'ai accompagnés pendant toutes ces années, parce que il fallait il fallait je les accompagnais à mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient afin qu'ils voient leur réalité d'une autre manière, ou qu'ils entendent leur réalité d'une autre manière. Donc, je pense que c'est ça, les mots, c'est pas seulement des outils, c'est pas de simples sons, c'est vraiment, on va dire, des matières vivantes qui apportent de l'énergie. Donc, ça peut être de l'énergie qui peuvent refermer, c'est pour ça qu'il faut faire attention, mais enfermer, mais ça peut être aussi, et c'est ça qui est merveilleux, de l'énergie qui nous libère en fait. Mm, mm, mm. Et les mots, quand c'est porteur de vérité, alors quand je parle de vérité ici, je parle d'authenticité, de ce qui est vrai, de ce qui est réel. Et le vrai peut euh, heurter, Tout à fait. mais c'est important. Enfin, et là, on a un lien avec les émotions. Enfin, si on doit vivre des émotions négatives, c'est qu'il y a une raison quelque part. Mm, Donc, les mots peuvent être porteurs de vérité. ouais. Les mots que je partage ici, c'est pas uniquement les mots qui font plaisir. C'est vraiment les mots qu'on a besoin d'entendre. Yeah. Même si parfois ça nous fait passer par des moments difficiles, euh, mais on essaie toujours, parce qu'il y a des mots de douceur aussi. Tout à fait. Il y a aussi des mots de conscience qui sont là. Et c'est pour ça que c'est un acte de guérison, parce que c'est comme des baumes. Ça me fait toujours penser quand j'étais petite, ma grand-mère, quand j'avais des bobos, il y a une baume ici à Madagascar qui s'appelle Foussa. Donc je l'appelais Foussa parce qu'à chaque fois que j'avais, peu importe ce que j'avais comme bobo, c'est la même crème qu'elle me donnait. Et en fait, c'est après
Bon, des années après que je lui dis, mais attends, mais bébé, on appelle bébé ici les grands-mères. Je lui dis, mais tu me donnes tout le temps la même crème. Et il me dit, mais non, mais tu sais, quand je te mettais la crème, je te parlais. Donc en fait, ce qui m'a guéri, c'est plus ces mots à elle que la crème qu'elle mettait sur moi. Donc c'est pour ça que je dis que quelque part, euh, les mots ont vraiment un pouvoir qui permet de nous guérir ou de même nous faire traverser des situations difficiles parce qu'on en a besoin. Tout à fait. Et parfois, je pense que je peux même dire que les mots peuvent devenir des alliés pour nous, Yeah. nos compagnons de route. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne euh, à bien se parler d'abord, à bien s'écouter. Tout à fait. Euh, c'est vraiment une nécessité. C'est vraiment une nécessité. Et, et que, et que, et ça, je pense que quand je suis entourée de personnes qui utilisent des mots très difficiles, je me pose toujours la question, mais qu'est-ce que je leur renvoie comme image à ces personnes-là pour qu'ils puissent se permettre de Exactement. me, de me dire tous ces mots difficiles. Tout Et à fait. quand je commence cet exercice de self-talk, encore une fois, je peux dire que les mots que je me dis à moi-même me guérissent, mais quelque part aussi vont guérir l'autre aussi. Peut-être Oui, pas au même moment, oui, peut-être pas au même rythme, tout à mais fait. ça va le faire dans le temps. Yeah. Merci, Yasna. Les mots, finalement, qu'on utilise, qu'on écoute, qui peuvent nous guérir. Michel, toi qui au fait est dans ton quotidien en contact avec différentes cultures, qui finalement est empreinte de toutes ces notions, impact culturel et autres, est-ce que au niveau de la manière de dire les choses, de vivre les choses, ou même simplement quand on parle de résilience, tu vois des nuances, des différences entre les différentes cultures? Tu es en mute. Alors, ils ont juste dit, Voilà, j'ai remis le micro. C'est une très belle question, Alexandra. Il y a une dimension effectivement culturelle qui traite de cette question-là. Et pour l'expliquer très rapidement, en fait, il y a deux catégories. Il y a les pays où on a un langage implicite et les pays où on a un langage explicite. Et donc, selon qu'on fait partie d'une catégorie ou de l'autre, on ne s'exprime pas du tout de la même manière et on n'a pas la même finesse non plus pour entendre et comprendre ce que dit l'autre. Donc, par exemple, moi, je suis à moitié hollandais et à moitié autrichien, et donc je fais partie de la catégorie du langage explicite. Et donc, généralement, on me comprend très bien, parce que ce que je pense, je le dis de manière très claire, très directe. Parfois, c'est confrontant, parfois, ça peut manquer de tact, mais c'est clair. Hmm. Et donc, dans ces pays-là, on se dit les choses comme elles sont. On ne tourne pas autour du pot, voilà. Dans d'autres pays, notamment plus au sud, on utilise un langage implicite. C'est-à-dire qu'on va parler beaucoup plus avec des images, des métaphores, on tourne autour du pot, il faut lire entre les lignes, on raconte des histoires pour donner du sens à ce qu'on veut dire. Et donc c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus fin et c'est beaucoup plus nuancé. Mais les gens comme moi qui viennent des pays explicites, ils comprennent rien. Et donc ça peut mener à des gros problèmes de communication. Mm. Et donc moi j'ai eu des problèmes de communication dans ma vie, effectivement, à cause de ça. Parce Ok. que je n'ai pas préparé à comprendre le langage plus subtil, plus nuancé des personnes qui ont une manière implicite de s'exprimer. Donc voilà en quoi, effectivement, il y a cette dimension-là, elle affecte oui, la manière dont certaines cultures peuvent en fait communiquer entre elles. Mais du coup, je vais, pour encore enrichir, parce que ce que tu dis enfin, me parle beaucoup, en tant que coach, du coup, j'imagine, dans les cultures plutôt avec un langage implicite, ça doit être un peu plus difficile de nommer les challenges, les douleurs, enfin, je pars d'un a priori, hein, c'est peut-être pas le cas. Comment tu fais pour amener ces personnes à se réapproprier leur histoire ou leur parcours, sachant que peut-être elles sont dans une culture qui les amène à ne pas le faire naturellement? En fait, il suffit de poser des questions.
Mais Yeah. donc, les gens qui sont, mettons, qui sont explicites, ils vont avoir une façon très résumée d'exprimer les choses. Ils font des phrases courtes et très précises. Ou très, on va dire, simplifiées. Donc, eux, il faut les inviter à élargir un peu, à nuancer, à ajouter du détail, à ajouter du contexte et à creuser et tout ça pour qu'ils comprennent effectivement the bigger picture, comme on dit en anglais. Ouais. Ceux qui viennent des cultures implicites, je vais plutôt avoir tendance à les inviter à résumer, à aller à l'essentiel, parce que voilà, on se perd dans une foule de détails et d'histoires que moi, j'ai plus de mal à comprendre qu'eux, par exemple. Et donc, voilà, je leur demande de clarifier, 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 jusqu'à ce qu'on arrive à une synthèse qui résume parfaitement ce qu'ils veulent dire. Vous voyez? Donc, c'est la même chose, mais dans le sens inverse. Tout à fait. Mais bon, je commence à être un petit peu habitué à ça. Donc voilà, me connaissant aussi, je sais que j'ai besoin qu'on me clarifie les choses plus, hein, venant d'une culture où on aime s'exprimer avec peu de mots, Ouais. de manière très cash et très directe. Good. Good, good. J'ai répondu à ta question, Alexandra. Parfaitement. Merci beaucoup, Michel. Alors, Mamé Binta, les mots qui blessent et les mots qui réparent. Là, j'ai envie de te partager un feedback que j'ai reçu il y a quelques années. Non, Mhm. même pour quelques années, le temps passe vite, quelques longs mois, on va dire ça comme ça, où on me disait, oui, mais tu deviens sensible, on ne peut plus rien te dire. Et je disais, non, c'est pas qu'on ne peut plus rien me dire, mais je fais attention à ceux que je laisse rentrer dans ma tête, finalement, et qui tombent dans mon cœur. Ah oui, mais non, c'est pas possible, tu exagères. Je n'ai pas été dans le débat, mais après avoir rejoint l'univers du coaching et après être passé par certains challenges, j'ai commencé à accorder énormément d'importance aux mots. Alors, moi, j'aimerais un petit peu que tu me dises, en tant que professionnel, est-ce de la sensibilité ou est-ce qu'à un moment donné, c'est ça aussi, hein, passer par le feu, accepter certains mots, ces mots qui peuvent bousculer, qui peuvent blesser, mais finalement rend résilient. Finalement, quel est ton avis sur ça? Quels seraient les mots qui blesseraient? Quels seraient les mots qui réparent? Est-ce qu'il y aurait pas de frontière finalement et c'est à chacun de pouvoir s'armer et se les approprier? Je ne sais pas si tu me comprends. Très bien, je comprends très Vas-y. bien. Et je commencerai par les mots qui blessent et les mots qui réparent. Vous savez, la bienveillance, en fait, c'est quelque chose que l'on cherche. Donc, la bienveillance va euh, demander de pouvoir en fait se mettre à la place de l'autre. Donc, va demander de l'empathie pour pouvoir voir. Les mots ne blessent pas les mêmes personnes, les mots ne font pas du bien aux mêmes personnes selon les contextes. Et donc, c'est très important de développer cette empathie qui nous permette, sauf certains mots hein, que l'on connaît, qui peuvent blesser tout le monde. Hein. Mais en fait, je crois qu'en tant que professionnel et en tant que coach, c'est très important en fait de pouvoir avoir cette empathie, de pouvoir se mettre à la place de l'autre et de pouvoir en fait se rendre compte de qu'est-ce qu'on peut lui dire qui peut lui permettre de creuser, d'approfondir, de trouver du sens et de trouver une explication à ce qu'il est en train de vivre pour pouvoir en fait lui-même à partir de ses ressources trouver des solutions pour lui-même ou bien quels sont les mots qui peuvent le stopper, le bloquer. Ça, c'est la sensibilité du coach. Et je crois que plus on coach, plus on a l'habitude d'être confronté à différentes personnes, plus nous-mêmes, on est à l'écoute de l'autre, mais aussi à l'écoute de nous. Parce qu'en fait, l'autre, à travers ce qu'il est en train de nous dire, et c'est normal, Alexandra, que tu ressentes en fait cette sensibilité. Parce qu'à force d'être en contact avec ces personnes, l'autre, ce qu'il est en train de nous dire, va faire écho chez nous. Et quand ça va faire écho chez nous, ça va faire écho dans nos émotions hein, que l'on sait détecter et que l'on sait comprendre et que l'on sait expliquer, hein, ça c'est différent. Parce qu'après, oui, c'est normal que d'autres personnes qui ne pratiquent pas le coaching vont dire, ah oui, mais qu'est-ce que ça fait? Mais en fait, nous, ça fait écho et on va directement dire, si ça fait écho, c'est parce que. C'est là la différence. De suite, c'est comme si c'était un automatisme que nous, les coachs, on a et que peut-être beaucoup de personnes ne font pas, mais si ça fait sens, c'est parce que. Et moi, en fait, je me rends compte que finalement, même les personnes que l'on accompagne, eux-mêmes vont faire ce travail de si ça fait écho, c'est
et chez moi, et si ça me dit quelque chose, ces mots-là, c'est parce que c'est en train de dire quelque chose, de me dire quelque chose, et maintenant, c'est là où je vais devoir travailler. Et donc, je pense qu'en fait, il n'y a pas de mots particuliers qui puissent blesser, hein, ben, sauf des gros mots qui peuvent faire mal, sauf certains mots qui peuvent, voilà, vraiment blesser des personnes, mais en fait, c'est tout à fait contextuel. Et avant ça, tu avais déjà posé une première question, en fait, avant de dire ces mots qui blessent. Ta première question, c'était par rapport à quoi? Parce que tu as te posé deux questions en même temps. La première, c'était par rapport à quoi? Oui, oui, tu me remets on est dans le live là. Alors, ben, écoute, non, c'était principalement, donc ma première question, Mhm, c'était vraiment de voir quels sont les mots, au fait, qui blesseraient, qui mhm, répareraient. Et mhm. j'ai envie de dire, ben, finalement, lorsqu'on est amené oui, voilà, est-ce qu'on peut considérer, voilà, est-ce qu'on peut considérer que ça devient une forme de sensibilité? Je Ah prends oui, mon cas à moi, oui. je sais très vite dire stop aux mots qui ne vont pas avec de la bienveillance et effectuer un filtre. Je n'ai même pas le temps que ça pénètre, que ça entre et que de commencer à... Je limite, comme je disais à une proche, je limite mon self-talking pour me faire du bien, pas pour me nettoyer d'énergie négative. Donc, est-ce que c'est une forme de sensibilité? Est-ce qu'on ne devrait pas se dire, ça fait partie de la vie, d'écouter des choses, mais de s'armer à les affronter? C'est dans ce sens-là que Mhm. je pose Oui, la oui. question. Oui, oui, je l'ai abordé un peu dans la réponse. Oui. Merci beaucoup. Merci pour le rappel. Oui, effectivement, parce qu'en fait, à force d'être à l'écoute de nous-mêmes, parce que ça devient notre métier. Et finalement, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, une déformation professionnelle pour d'autres métiers. Mais nous, en fait, notre déformation professionnelle va être le questionnement et de trouver le sens dans ce qu'on est en train d'entendre. Donc, c'est une sorte de sensibilité que nous, on développe par rapport aux choses que l'on entend et aussi à ce que ça nous fait. Et finalement, on va développer maintenant des réponses adéquates, on va développer des limites, hein, on va poser plus facilement des limites en prenant une bonne conscience de nous-mêmes pour que finalement, en fait, on soit à l'aise dans ce qu'on est en train de faire. Et je pense que oui, c'est la sensibilité de coach. Je crois que tous les coachs qui sont ici l'ont. Et beaucoup de personnes maintenant qui se font coacher aussi vont finalement l'avoir. Parce que des fois, moi, c'est mes coachs même qui me disent, oui, je me suis posé telle question et j'ai pu trouver la solution. Hein, et je me suis posé telle question et j'ai pu mettre des limites. Et donc, de se dire, voilà, nous, on est des personnes, en fait, qui faisons ce métier. Notre formatrice en coaching, quand on a fait notre certification, Patricia Sénéquier, elle disait souvent ça. Elle disait qu'en fait, quand on est coach, c'est parce qu'en fait, on est arrivé à travailler certaines choses que d'autres personnes qui sont en contact avec nous ont besoin certainement d'entendre et c'est ce qui fait qu'ils viennent se faire coacher. Et c'est ce questionnement que nous, on a adopté, que les personnes peut-être viennent chercher ou bien ne comprennent pas forcément parce qu'ils n'ont pas fait le même parcours, en fait, de questionnement sur eux-mêmes, d'eux-mêmes, d'écoute d'eux-mêmes sans jugement, parce que nous, on peut s'écouter sans jugement, de dire, voici ce que je suis en train, ce que le mot qu'il est en train de me dire, voici ce que c'est en train de me faire. Si c'est en train de me le faire, c'est parce que ça interpelle ça. Donc, c'est tout un mécanisme, en fait, de fonctionnement que l'on a l'habitude de développer et qui, oui, c'est une sensibilité. Et pour moi, c'est une sensibilité utile. Top. Good, 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 good. Thank you. Edwige, j'aimerais te demander, selon toi, quel serait le danger? Moi, j'ai même envie de dire le drame, mais bon, on restera à la notion, le danger, en fait, le risque de ne pas arriver à verbaliser nos mots, de ne pas mettre des mots à nos douleurs, à nos hontes, à nos tabous. Ce serait quoi le danger en tant qu'être humain? Euh, Avant de répondre à la question, je vais partager une expérience personnelle. En fait, l'année de mes 40 ans, quelques jours avant mes 40 ans, en fait, j'ai eu une toux. Et cette toux a duré 2 ans, en fait. La toux n'est plus jamais partie. Et les symptômes de cette toux étaient assez particuliers parce que c'était une toux un peu asthmatique comme ça, où en général, pendant la journée, j'allais plutôt bien. Et au fur et à mesure de la fin de journée, de la fatigue, etc., j'étais prise de quinte de tout qui m'empêchait même de dormir. Alors, j'ai fait toute une batterie d'analyses, j'ai été voir différents spécialistes, ils n'ont jamais rien trouvé. Et puis, désespérée, quelqu'un a fini par me recommander une naturopathe que je suis allée voir. Et après m'avoir examinée et discuté avec moi, elle m'a dit, Madame, votre maladie n'est pas physique en fait. La gorge, c'est le siège de la parole. Et votre problème, c'est que vous devez libérer la parole.
Elle m'a dit, essayez d'analyser la période de votre vie où cette tout a commencé, l'état d'esprit dans lequel vous étiez, vous allez trouver les réponses. Comme j'écris un journal, je suis repartie voir historiquement ce que j'écrivais à cette période-là. Et effectivement, les réponses étaient là. Et j'ai compris, en fait, ce que j'avais besoin de verbaliser. Et ça a pris du temps, hein, quelques mois après, mais j'ai constaté que quand j'ai commencé à, entre guillemets, libérer la parole, comme elle me l'a dit, ma tout a disparu, réellement. Malgré tous les traitements que j'avais eus et qui n'avaient jamais fonctionné, la seule chose qui a fonctionné, en fait, c'est quand j'ai réalisé que écrire les mots à l'écrit n'était plus suffisant à cette période de ma vie et il fallait que j'apprenne réellement à les verbaliser. Donc, pour répondre à ta question, la guérison, le pouvoir des mots, c'est aussi ça, en fait. C'est aussi se rendre compte que quand quelque chose est coincé en nous, il faut le libérer. Il y a différentes manières de le libérer. L'écrit est un premier pas, mais certaines fois, on se rend compte que différentes personnes ont besoin de différentes choses à différentes périodes de leur vie. La deuxième chose que j'aimerais ajouter par rapport à cette question de s'exprimer des mots, certaines fois, on nous parle d'ailleurs dans le coaching de savoir avoir l'écoute active pour lire entre les mots. Et cette histoire de lire entre les mots, c'est important parce que quand quelqu'un s'exprime, c'est pas tellement seulement les mots que la personne exprime, c'est aussi le body language qui va avec, le regard, le ton, même, on parle de ce niveau d'écoute. Premier niveau d'écoute, on écoute pour répondre à la personne. Deuxième niveau d'écoute, on écoute en analysant justement le langage non verbal. Troisième niveau d'écoute, celui du coach, on arrive même à détecter les changements d'énergie. Quand la personne réagit à certains mots ou réagit en fonction des mots que la personne exprime. Je pense que c'est ça, en fait, véritablement. La conscience de la puissance des mots, c'est aussi comprendre que le mot vient dans un contexte. Quand on enlève le mot de son contexte, certaines fois, ils n'ont plus la même puissance et certaines fois, c'est même difficile de raconter une histoire tellement on se rend compte que on n'arrive pas à recréer toute l'atmosphère qu'il y avait autour. Donc, pour revenir à cette question de la guérison, c'est vraiment important d'explorer les différentes manières de s'exprimer. Certains d'entre nous vont être plus à l'écrit, d'autres plus à l'oral, d'autres ça va être plus dans les comportements. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir, faut réussir à les faire sortir et les exprimer d'une manière ou d'une autre. Et les astuces, certaines fois, quand on est face à des situations, je suis aussi sensible au fait que certaines fois, on a ce besoin de s'exprimer, mais les personnes autour de nous ne sont pas prêtes à écouter. Parfois, c'est important de dire non, là, maintenant, il faut que je parle sans filtre. J'ai besoin qu'on écoute ce que je suis en train de dire sans décortiquer toujours la forme, parce que là, il faut que ça sorte. Donc, c'est ce que je voulais mettre en avant par rapport à cette question de la guérison. Thank you. Alors, avant de basculer à la troisième, au troisième volet, Michel, j'ai envie de te poser la question. Pour le faire, je vais partir d'une anecdote, enfin, d'un vécu personnel. Euh, j'ai plus facile, non, je préfère verbaliser qu'écrire parce que j'ai l'impression qu'en écrivant, surtout quand c'est des périodes compliquées, j'ai jamais réussi à tenir un journal car j'ai l'impression de graver dans le marbre des moments difficiles. Les moments zéro, c'est plus facile, mais des moments difficiles et c'est toujours cette hantise de les relire. Mais bon, parfois, c'est important de le faire. Mais donc, si je dois mettre en ordre, j'aurais tendance à dire oui, verbaliser. Donc, on va dire évacuer ce qu'on a comme mot MAUX par la parole, ça peut être par l'écrit. Mais est-ce que finalement, le sport peut aussi être un canal ou est-ce que là, je suis en train de tout mélanger? Donc, j'aimerais avoir un avis qui peut être très personnel finalement, hein, Michel. Question compliquée. Je vais essayer d'y répondre. En tout cas, je peux te parler que de Bien sûr, la manière dont je le vis. oui. En fait, c'est ce que tu évoques là, c'est la transmission de la tête au corps, donc de l'esprit au corps, et inversement du corps vers la tête, donc vers l'esprit. Et je pense que les deux fonctionnent. Et en fait, ça va dans les deux sens. Je, je pense que selon l'éducation qu'on a reçue et comment on a été élevé globalement hein, en tant qu'enfant, on est peut-être plus à l'aise avec un sens ou l'autre. Par exemple, moi, j'étais très à l'aise avec, moi, je suis quelqu'un de très cérébral et en plus introverti, donc j'ai toujours eu beaucoup de dialogue intérieur, mais je me parlais très mal.
Et donc, j'ai appris à me parler mieux entre-temps, hein, donc tout va bien. Mais donc, pour répondre à ta question, effectivement, ce qui se passe dans la tête a un impact sur le corps, évidemment, ça c'est évident. Enfin, il y a pas de, je pense qu'il n'y a personne qui doute de ça. Et on peut inverser cette tendance en pratiquant du sport parce qu'on libère des endorphines, il se passe un tas de choses. Et à ce moment-là, je dirais, l'énergie positive remonte aussi dans la tête et influence ce qui se passe dans la tête. Donc, par exemple, moi personnellement, j'ai commencé à pratiquer du sport tous les jours depuis janvier environ et je cours environ 4 kilomètres tous les matins. Ah oui, d'accord. Bon, c'est carrément impossible, mais bon, presque tous les matins, je cours 4 kilomètres. C'est pas énorme, mais ça me permet en fait de faire un éveil musculaire, un éveil du corps, et c'est mon moment à moi de dialogue intérieur. Donc, il se passe en fait les deux. Oui. Donc, le corps donne des instructions positives à la tête, mais la tête aussi, elle envoie des choses au corps, et donc du coup, quand je reviens, eh bien, je me sens vraiment bien parce que j'ai eu le temps de me parler. J'ai eu le temps parfois de trouver des idées créatives. Par exemple, moi, je suis le plus créatif quand je bouge. Ok. Je marche ou quand je cours carrément, là, j'ai plein d'idées. Et puis, voilà. Et donc, je voulais juste partager un élément par rapport à ça, hein, parce qu'on parle des mots. En fait, utiliser mon corps me permet de créer. J'explique. La première étape du processus de création, c'est l'idée qu'on a. On a une idée de quelque chose. La deuxième étape, c'est la verbalisation. C'est-à-dire qu'il faut le dire à voix haute parce que la verbalisation est une promesse qu'on envoie dans l'univers si on a un peu de spiritualité ou si on croit en ces choses-là. Donc on envoie une promesse, soit à soi-même ou à d'autres. En tout cas, on envoie une énergie qui est de l'ordre de l'intention et de la promesse. Mais ça ne suffit pas. La troisième étape, c'est de faire l'expérience de cette promesse-là. Hmm. Mais les deux premières, on en a besoin parce que sinon on ne peut jamais en faire l'expérience, hein. Il faut d'abord faire la promesse, il faut d'abord avoir l'idée, puis la promesse, et puis ensuite l'incarner en quelque sorte. Mais plus on l'incarne, plus la chose devient vraie et plus la boucle est bouclée en fait. Ok. Donc dans mon cas précis, ça se fait en commençant en fait avec le sport. Ok. Ok. Mais je cours tranquille, hein, c'est juste histoire d'être en mouvement et voilà. Et tu l'as découvert en le faisant, donc c'est à partir de janvier que tu l'as découvert ou déjà de manière inconsciente, c'était déjà quelque chose que tu Pense que je pratiquais sans faire savais, gaffe. mais voilà, les choses ne sont pas forcément ancrées Oui, et on oublie, et puis on a le stress de la vie, on a les bien sûr. priorités, les voyages, les machins, et puis on ne le fait pas, hein, mais on le sait au fond de nous-mêmes. Et donc là, en le pratiquant vraiment de manière extrêmement assidue, pour rien au monde, j'ai envie de renoncer à ça aujourd'hui parce que ça me fait un bien fou dans les deux sens, quoi, aussi bien dans le corps que dans la tête. Super, je me suis faite la promesse de commencer la boxe. Tu vois, je le verbalise, donc comme je le dis, je fais la promesse. Je prends rendez-vous dès la semaine prochaine. Merci Michel. Mais on va attaquer l'avant-dernier volet, hein. On avance vraiment bien, on est très bien dans le timing. Merci à vous pour vos partages, à la fois qui sont profonds, mais qui sont assez, on va dire, synthétiques, donc qui permettent d'aborder plusieurs points. On passe au regard professionnel. Je vais m'adresser à Asna. Asna, comment fais-tu? Non, 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 même pas comment fais-tu. Non, non. Une autre question me vient. Je vais commencer avec celle-là. Quels sont les mots, ok, que tu utilises pour ouvrir les portes intérieures? Quels sont les mots qui te permettent d'aller ouvrir, bousculer, accéder à ces espaces parfois qui peuvent être de repli au niveau de tes clients ou en coaching, ou même au quotidien finalement, hein, parce que parfois la délimitation n'est pas toujours claire dans notre posture. D'accord. Je pense que, bon, étant coach, forcément, ça va être une question, hein, et c'est le pourquoi. Enfin, c'est vraiment l'utilisation, le pouvoir du pourquoi est un... Parce qu'il y a deux options. Soit la personne répond tout de suite, et donc ça va se faire de manière fluide. Soit la personne va être bloquée, donc je sais que je suis tombée sur quelque chose qui a vraiment du sens, il va falloir qu'on passe du temps.
Parce comme on dit que le coaching, c'est l'art de questionner. Donc vraiment, quand on, quand, quand on voit qu'une personne a besoin de mettre des mots, mais que elle n'arrive pas, le fait de lui poser la question pourquoi, est-ce qu'elle est bloquée, ça va l'aider en fait au niveau de son, on va dire de son mental, faire son self-talk. Et pour aider à ça, j'utilise beaucoup, je respecte beaucoup le silence aussi, puisque comme je disais tout à l'heure, quand une personne est en silence, c'est pas parce qu'il est en silence, c'est qu'elle est en self-talk. Donc elle ne va pas forcément te dire ce qu'elle a, parce elle se parle à elle-même d'abord. Et c'est dans ce self-talk d'ailleurs qu'il y a tout ce qui est auto-jugement, pression et tout ce qu'on veut, hein, les pensées toxiques et tout ça. Donc c'est pour ça que c'est très important d'accompagner ça. Donc moi, par exemple, quand je fais du coaching, j'accompagne ça par le dessin. C'est-à-dire si la personne ne veut pas parler, je lui demande de dessiner des couleurs et même dans le choix. Je demande de choisir la couleur du stylo, la couleur du feutre. Et même dans le choix de la couleur, ça va impulser le pourquoi derrière. Pourquoi tu prends du noir, pourquoi tu prends du rouge, pourquoi tu prends du bleu. Et la conversation va arriver. Donc je dirais que pour moi, le pouvoir du pourquoi, c'est très important. Et après le pourquoi, la question du comment te sens-tu? C'est c'est d'ailleurs, alors soit un coaching démarre par comment te sens-tu maintenant, ici et maintenant, soit commence par, parce que généralement, quand la personne va exprimer ce qu'elle ressent, je vais tout de suite poser la question pourquoi. Je suis heureuse, pourquoi? Je suis fâchée, pourquoi? Donc vraiment, je pense que ce sont les deux moteurs qui aident vraiment pour essayer d'aller en profondeur et d'accompagner vraiment le coaching. Et puis aussi, ça permet d'aller à l'essentiel, euh, de passer une séance. Une séance peut durer 10 minutes, comme une séance peut durer 1 heure. Mais si on ne va pas à l'essentiel, on va tourner autour du pot. Donc, ça va ça va apporter beaucoup plus d'énergie bloquante que d'énergie libératrice. Donc, j'aime bien aller tout de suite comme ça. Et encore une fois, faut savoir être, en tant que coach, du coup, il faut savoir être à l'aise avec le silence. Oui. Il faut pas absolument ne pas mettre de blanc, remplir les blancs, mais respecter ce silence-là. Exactement. Le malaise est signe de progrès. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon avis, hein. Quand je sens que le client est mal à l'aise ou le client tout saute un petit peu ou commence à être regardé, enfin, avoir des. Pour moi, c'est super parce qu'il s'exprime. Et donc, du coup, ben, moi, je vais aller encore une fois, les mots sont les miroirs et c'est des fenêtres. Donc, moi, je vais ouvrir cette fenêtre-là. Et dans 90% des cas, ben, on est parti pour 30 minutes encore après ça, hein. Ok. Et en fait, c'est quelque part, il avait besoin de ce pourquoi Oui. pour pouvoir mieux s'exprimer Mieux parce qu'il pouvait s'exprimer. pas le dire de lui-même. Donc, je dirais que pour ma part, c'est ça. Ok, on retient et sachez en tout cas, chers participants, tout ce qu'on dit, ben, finalement, c'est des clés, des outils, hein. C'est ça l'idée que vous pouvez appliquer au quotidien et c'est pour ça qu'on le fait ensemble avec vous. Mamé Binta, j'aimerais reprendre une question qui est dans le chat à Mhm, laquelle j'aimerais que tu répondes. Que faire si vous êtes dans un environnement où vos mots sont systématiquement mal compris? mhm. Merci beaucoup. Merci, Alexandra. Et ça, je mettrai ça en lien avec la question des mots qui ouvrent des fenêtres. Parce qu'en fait, oui, parfois, nous, on a un certain sens en fait que l'on donne à certains mots qui, qui peut ne pas être compris par notre environnement. Et ça, en fait, parfois, c'est surtout quand c'est un environnement très, très proche, ça va être très difficile parce qu'on veut vraiment que les autres puissent comprendre. Et moi, en fait, euh, dans ce cas de figure, moi, en fait, le questionnement que je demande, c'est qu'est-ce qui fait que l'autre ne comprend pas?
Parce que parfois, on se met juste, nous, dans notre posture de dire, oui, c'est ça que je veux transmettre, c'est ça que je veux comprendre, parce qu'on a un certain contexte, on a certaines normes, et parfois même des normes que l'on partage avec d'autres personnes, hein, on a certaines références, on a un certain vécu, on a certaines émotions, donc c'est plusieurs choses qui entrent, en- qui sont en, c'est systémique. Et là, nous, on a vraiment le sens des mots que l'on pose qui vont être des bloquants devant certaines autres personnes, donc nos interlocuteurs. Et à ce moment-là, il y a certaines questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a le bon canal? Parce que des fois, c'est qu'en fait, on n'utilise pas le bon canal. Est-ce que c'est le bon moment? Et qu'est-ce qui fait que l'autre, parfois, même dans quelque chose que j'aime, moi, interroger, c'est dans ses valeurs, hein, dans ses valeurs profondes, parce que nous, on a nos valeurs, mais les autres aussi ont leurs valeurs. Et est-ce qu'en fait, dans les valeurs de l'autre, ces mots sont importants? Je vois que beaucoup de coachés, quand on interroge les valeurs, surtout quand c'est des questions de relations interpersonnelles où il y a vraiment des difficultés, quand moi, je leur pose la question, quelle est la valeur qui fait que c'est important pour toi? Et que après, je lui demande quelles sont les valeurs de l'autre. Des fois, en fait, la personne, aussi proche qu'elle puisse être avec l'autre, va avoir du mal à décoder ses valeurs. Et je crois qu'en fait, l'interrogation est le seul fait, en fait, de pouvoir accepter et de se dire, peut-être que oui, mes mots ne peuvent pas être compris par des personnes très proches de moi. Et Oui. de l'accepter. L'acceptance de ça va nous permettre d'aller dans le questionnement, hein, d'aller dans une réflexion, d'aller dans la tolérance, dans l'empathie, pour pouvoir maintenant finalement accepter que les autres puissent ne pas nous comprendre, ou bien même mettre des leviers, si on trouve maintenant, parce qu'on s'est posé la question, une façon de mieux communiquer, si on doit changer d'outil, si on doit laisser le temps faire, donc Oui. que l'on puisse mettre du sens dans tout ça. Et là, ça blesse moins. Ça Ok. blesse moins parce qu'on aura eu, avec le questionnement, ça résume tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, le fait de pouvoir se poser des questions soi-même, le fait de pouvoir trouver du sens à ce qu'on est en train de dire, le fait de pouvoir se mettre à la place de l'autre et de laisser, franchement, de trouver finalement le bon outil, le bon moment, les bons canaux pour pouvoir faire passer notre message. Thank you. Merci. Trouver les bons canaux pour faire passer le message, prendre du recul. Edwige, qui va dire mot, dit voix. Il n'y a pas de... Enfin oui, on va dire, il y a l'écrit aussi, mais j'ai envie de plutôt associer mot à voix. Donc, quand on parle de se parler à soi-même, donc sa voix intérieure, écouter les autres, les voix extérieures. Finalement, qu'est-ce que tu conseillerais en termes d'écoute? Quelle est la voix qu'on devrait le plus écouter? Est-ce que tu serais plutôt tranchante en disant plutôt notre voix que la voix extérieure? Est-ce qu'il y aurait des circonstances qui feraient en sorte qu'il faudrait plutôt avoir un avis mitigé? Comment on fait? Qu'est-ce que tu conseillerais? Euh, Pas évident comme question dans le sens où, selon moi, vous m'entendez? Très bien. Oui, selon moi, en fait, ça dépend un peu de où on en est et ce qu'on recherche. La voix intérieure, elle peut être justement à double tranchant dans le sens où si on n'est pas conscient de l'effet qu'elle a sur nous et si on la laisse tourner un peu en autopilote, elle peut se retourner contre nous parce que elle a sa propre vie quelque part. Et quand on n'a pas appris à justement la canaliser, on va dire, à justement faire attention à ce qu'on se dit à soi-même, ça peut être très compliqué. Et en même temps, autour de nous, je pense qu'il faut faire un travail de filtrage, en fait. Intuitivement, je pense qu'on sait vers qui se tourner lorsqu'on a besoin d'avoir des feedbacks ou on a besoin de mieux comprendre certaines choses. Le fait d'échanger avec l'autre, des fois, c'est un peu, ça nous renvoie la balle, ça nous donne un miroir un peu différent, ça nous permet de réfléchir un peu différemment et ça nous permet peut-être de trouver une manière un peu moins uniforme de réfléchir aux choses. Je pense notamment quand on est entouré vraiment de personnes dont on sait que ce sont des personnes fiables qui vont nous écouter réellement et qui vont nous apporter des réponses non pas celles qu'on veut entendre ou non pas celles qui reflètent uniquement leur point de vue, mais vraiment des choses qui nous permettent d'approfondir un peu nos propres réflexions. Ok. Soit on est entouré de, soit on a un coach ou si le problème n'est pas d'ordre du coaching mais de thérapie, soit on a un thérapeute, là aussi c'est une autre voie, hein. Là, c'est une voie professionnelle qui va non pas donner des réponses, mais poser
des questions et orienter justement la réflexion. Mais je pense que c'est important quand même de savoir inviter des voix extérieures lorsqu'on est un peu bloqué avec ses propres outils, en fait. Parce qu'on peut très vite tomber dans un piège, son propre piège, où on est bloqué, on est buté à des barrières. Et parce qu'on est la tête dans le guidon, on n'a aucune idée de comment même commencer à euh, trouver une solution. Et il faut avoir la capacité de demander de l'aide dans ces circonstances-là, mais il faut avoir la capacité de faire le tri, d'abord vis-à-vis des personnes à qui on va demander de l'aide, et même après avoir demandé de l'aide, il faut savoir faire le tri aussi de ce qu'on reçoit, de ce qu'on accepte et de ce qu'on décide volontairement de mettre de côté. Il y a des moments où on est prêt à entendre certaines choses, il y a des moments où on n'est pas encore prêt. Et certaines fois, on aura entendu quelqu'un, on aura peut-être choisi de mettre ça de côté, mais bien après, ça prend tout son sens. Mais ça ne prend tout son sens aussi que parce qu'on l'a entendu une fois, on a pris le temps de filtrer et d'analyser, et bien après, ça prend tout son sens. Yeah, thank you. Dernière question de ce volet, on va peu à peu aborder la conclusion. Michel, comment fais-tu pour, déjà en coaching, et même, en fait, quand tu me réponds, pense aussi à ceux qui peuvent l'appliquer dans le quotidien. Comment créer des espaces sécurisés pour permettre une ouverture de la parole? Quelles sont les manières de procéder pour mettre en confiance et permettre aux gens de s'ouvrir plus facilement? Tu veux dire en tant que dirigeant, manager ou en général? Mais j'aimerais que tu adoptes les deux postures. Ok, on va commencer par je dirais les conversations entre personnes dans un cercle plus restreint. Oui. Donc, ça peut être un manager avec son collaborateur ou entre collègues aussi. Euh, je pense que pour créer une sécurité psychologique dans une équipe ou même dans une relation à deux, il faut absolument, absolument, absolument apprendre ce que c'est le fait de suspendre un jugement. Mm. Parce que la plupart des gens, évidemment moi aussi, hein, on a tous des jugements parce qu'on n'est pas des robots, c'est normal, hein, c'est OK d'avoir des jugements, j'ai aucun problème avec ça. En même temps, il faut en être conscient. Il faut être conscient, il faut savoir faire la différence en fait sur soi, mais aussi dans une conversation avec l'autre, ce qu'est un fait, donc une preuve incontestable, ce qu'est une émotion, un ressenti, un feeling, et ce qu'est une opinion, hein. Et donc, il faut respecter les trois niveaux. Et je pense que quand on enseigne ça déjà aux personnes qui ont des conversations professionnelles ou dans le cadre d'une collaboration, ça aide déjà beaucoup. Euh, voilà, donc les opinions, tout le monde a le droit d'en avoir et c'est OK. Mais le but n'est pas d'avoir un débat politique comme à la télé où les gens de gauche tapent sur la tronche des gens qui sont de droite et inversement parce que leur but n'est pas de tomber d'accord. Leur but est juste de se crier dessus, hein, mais donc, l'idée, c'est ça, c'est de dire, OK, c'est mon opinion, ça n'engage que moi, c'est ce que je pense, et voilà. Mais je comprends que toi, tu puisses avoir une autre opinion. Ou si quelqu'un exprime une opinion avec laquelle je ne suis pas d'accord, je peux dire, voilà, c'est ton opinion, ça te regarde. De ton point de vue, je peux comprendre que tu puisses penser ça, mais j'ai une autre opinion. Donc voilà, les opinions et puis les émotions, je pense que c'est intéressant de savoir les partager parce que bon, ça permet de verbaliser quelque chose, ça permet de le faire sortir et c'est intéressant de savoir comment se sent l'autre. Mm. Moi, par exemple, si quelqu'un est en colère, ben, je préfère qu'il me le dise, parce que parfois ça se voit pas toujours. Et voilà, donc comme ça, je sais que cette personne est en colère, et donc il va falloir désamorcer ça. Donc les émotions, on les partage. Les opinions, il faut pas réagir en fait. Il faut juste en prendre conscience que c'est juste une opinion. Et donc tout ça, ça permet d'orienter la conversation sur les faits, qui sont en fait les preuves, qui sont les choses mesurables, incontestables, ce sur quoi on peut tomber d'accord. Sur l'opinion, on ne tombera jamais d'accord. Les émotions, ça nous appartient, c'est un ressenti, et ça peut changer, donc c'est pas le débat non plus. Le débat, ça va vraiment être, je parle dans une conversation professionnelle, hein. Euh, c'est vraiment OK concrètement sur quoi est-ce qu'on doit se mettre d'accord. Donc ça, c'est une première chose. Parce que ça permet aussi de suspendre son jugement. Ça permet de dire, OK, j'ai une idée, j'ai un ressenti, j'ai un feeling, ça m'appartient, mais je sais le déposer sur la table un instant. Mm.
et je vais partir sur une hypothèse de travail qui est différente de celle-là, en fait, à autre chose. Exact. Et je pense que quand tout le monde sait faire ça, ça permet à ce moment-là de changer de perspective aussi. C'est-à-dire que je peux me mettre à ta place, je peux avoir de l'empathie pour ce que tu penses, sur ce que tu ressens, sur ce que tu veux, hein. Et donc, pour les managers, moi, je leur conseille trois questions clés. S'ils apprennent à poser ces trois questions dans quasiment toutes les conversations qu'ils ont avec leurs collègues, ça va mieux se passer. La première question, c'est qu'est-ce que tu penses de la situation, du problème, de la chose qui est l'objet le sujet de la conversation. Qu'est-ce que tu ressens ensuite? Qu'est-ce que ça te fait à toi? Est-ce que tu es jaloux? Est-ce que tu te sens coupable? Ou, enfin, je ne sais pas, il y a une émotion. Essaie de creuser un peu ça. Et puis ensuite, qu'est-ce que tu voudrais? Mm. Troisième question. Et là, je pense que quand c'est accueilli sans jugement de la part du manager ou du collègue, parce qu'on peut se faire ça entre collègues aussi, on peut créer un climat dans lequel, justement, il y a de la sécurité psychologique qui s'installe, il y a de la confiance qui s'installe, en fait. Et donc, du coup, les gens peuvent libérer des choses qu'ils auraient gardées pour eux et qui, ici, vont pouvoir être gérées. Un autre conseil que je donne souvent, une fois que c'est installé, hein, il ne faut pas faire ça trop tôt. Mais ce que je fais aussi, c'est que je dis aux gens, voilà, quand vous avez un problème, vous pouvez en faire un point. Ne gardez pas ça pour vous. Il ne faut pas que ça devienne un non-dit. Il ne faut pas que ça devienne une mauvaise habitude, le truc qui pourrit et qui grossit jusqu'à ce que ça explose. Quand il y a un problème, on peut en faire un point. Pareil, dans une conversation de vente ou dans une négociation, il vaut mieux dire les choses tout de suite et en faire un point et le gérer, plutôt que de rester dans le non-dit. Ensuite, pour le deuxième volet de la question, qui est en termes d'organisation, comment créer une culture dans laquelle il y a, comment dire, de la sécurité psychologique, hein, psychological safety, c'est un peu plus compliqué, parce que du coup, il y a beaucoup plus de monde. Et là, ce que je recommande, c'est de faire un assessment de la culture elle-même. On le fait tous les jours, hein, on le fait avec beaucoup de clients qui sentent que voilà, il y a parfois des situations un peu toxiques, il y a des départements où les gens n'osent plus se dire les choses et où il y a des burn-out et où il y a vraiment du mal-être en fait quand les gens viennent au travail. La meilleure idée, c'est en fait de tout simplement faire un diagnostic culturel de la culture organisationnelle. Ça permet de faire un diagnostic extrêmement clair, mais extrêmement précis aussi. Et ça permet en fait ensuite de corriger ce qui ne va pas, mais de manière presque chirurgicale. Parce que on ne peut pas changer une culture dans une organisation. On peut tout au plus la faire évoluer un peu par petites touches. Mais il faut faire comme le chirurgien qui va aller chercher le truc dans la culture qui ne va pas et qui va le remplacer par autre chose. Donc, du coup, on fait en fait un travail minimaliste qui permet d'aller enlever un peu comme le caillou dans la chaussure, en fait, c'est ça. Hein, qui fait que les gens ne se parlent pas bien et ils n'ont plus confiance et qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans leur organisation. Et ce diagnostic, c'est vraiment un outil que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et je suis vraiment bluffé Résultat par les final. résultats qu'on obtient. C'est un peu comme si vous faisiez un bilan médical à l'hôpital, scanner, prise de sang, etc. Et on sait exactement ce qui ne va pas et là où il faut intervenir. Plutôt que de sortir le bazooka, la grosse artillerie et de Voilà, faire des choses qui vont finalement aggraver la culture. Hein. clairement. Mm. Ok, Voilà. merci. Nous sommes censés attaquer le quatrième volet, mais je vois quand même une question. Je pense que voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir y répondre. Alors je vais te demander, Asna, très rapidement, si tu dois donner quelques tips. Je pense que la personne nous a rejoint en cours de route, donc en étant très tac tac tac, comme j'aime dire et faire. Que faire quand la voix intérieure est presque toujours négative, pardon. Rappelons les échecs passés. Trois Alors, tips, je deux pense, tips. d'accord. Alors, je pense que déjà, c'est comme toute chose, hein, quand on parle tout est dans l'habitude qu'on essaie de prendre, que ce soit les habitudes déjà de penser, que ce soit les habitudes d'action.
donc ce qu'on met en place. Donc, ce que je pourrais partager, il y a 3 rituels. Donc, pour moi, ça passe par les rituels. D'ailleurs, dans les entreprises, je propose toujours de remplacer la routine par le rituel. Parce que déjà, le mot rituel est beaucoup plus constructif que le mot routine. Donc, c'est vraiment de se créer de nouvelles habitudes de pensée, de se créer de nouvelles habitudes d'action. Alors, quand quelqu'un est toujours dans le négatif, il est important pour cette personne de prendre conscience des risques s'il continue ou si elle continue dans cette voie-là. Et ce que ça lui apporte, en fait, le fait d'être toujours dans le négatif. Et encore une fois, c'est par le pourquoi qu'on arrive à déceler ça. Alors, les 3 rituels que je propose généralement, je propose toujours comme ça, les personnes essaient si ça leur va ou pas. Le premier, c'est l'ancrage. Donc, c'est le matin. En fait, c'est une suite. C'est tous les matins, c'est de choisir un mot euh, qui sera l'intention de la journée. Alors, ça peut être clarté, ça peut être l'audace. Si par exemple, on sait qu'on va avoir une journée assez rush avec pas mal de challenges, donc ça va être l'audace, ça va être ou la paix, l'équilibre, et de l'écrire sur un papier et de se le répéter à voix haute. Et donc, en fait, il y a un rituel à faire, il y a des exercices de respiration à faire. Et du coup, ce mot va devenir la boussole intérieure par rapport à toute la journée. Je ne sais pas chez vous, mais par exemple, quand je suis dans la voiture et quand j'écoute la radio, parfois les chaînes de radio envoient toutes les heures les mêmes chansons, la même chanson. Donc tout au long de la journée, ça revient et que on se rend compte que quand on est en rendez-vous ou même le soir, eh ben il y a la musique qui est en boucle. Voilà. Donc c'est un peu comme ça aussi le rituel d'ancrage du matin, c'est de dire c'est quoi mon mot de la journée, peu importe ce que je vais vivre toute cette journée-là, je vais l'avoir en tête. Et donc, et c'est pas comme ça va pas se faire très rapidement. Hein. C'est pour ça que les personnes qui sont dans cette situation-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont dans cette situation d'avoir des pensées toujours très négatives. Il est important qu'ils soient accompagnés par des coachs déjà, parce qu'ils pourront pas faire ça seuls. Il est important qu'elles soient accompagnées dans un premier temps pour prendre cette habitude-là. Et puis pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces personnes sont dans dans cette réalité-là. Et peut-être que après une session avec le coach, il est évident qu'il y a des blessures un peu plus profondes qui sont la source. Donc du coup, c'est même plus un coach, c'est un thérapeute ou c'est un psychologue ou c'est un psychiatre qu'il faut. Donc il faut vraiment faire attention dans le diagnostic de tout ça. L'autre rituel, c'est l'écriture. Moi, j'appelle l'écriture libératrice, c'est le soir. Alors l'écriture maintenant, ça peut être par le papier dans un cahier de notes. Hein. Moi, j'ai plein de cahiers de notes parce que j'adore écrire. Mais après, il y a des gens qui utilisent l'iPad. Il y a maintenant des gens qui s'enregistrent via le dictaphone de son iPhone ou de son téléphone. Donc l'objectif est de mettre des mots, encore une fois, sur ce qu'on a vécu pendant la journée, sans filtre, sans jugement. C'est vraiment comment dire, de sortir tous les sentiments, toutes les émotions qu'on a eues de la journée, qu'on n'a pas pu formuler. Et en fait, ce rituel va aider le mental à se décharger. euh, et d'être beaucoup plus serein. C'est-à-dire on peut enregistrer énormément de voix VOX pendant la journée, avec énormément de mots, énormément de choses. Donc, il va falloir libérer ça et enlever tout ça. Bien sûr, après, finir par une douche bien chaude pour enlever les charges mentales que le corps, lui, aura enregistrées. Donc, c'est ça. Et puis, troisième type, c'est la parole miroir que qu'on se fait à voix haute, seul, quand on est dans la voiture, quand on est dans la douche, quand on est dans son bureau, surtout quand on est face à des moments de doute ou de stress, c'est de s'isoler et de se dire à voix haute, de se challenger, de s'amener de la reconnaissance si on a besoin de reconnaissance sur ce qu'on fait. Encore une fois, nous sommes une personne à part entière et comme tu disais au début, Alexandra, je te disais toujours auto-coach, toi. Donc, c'est ça aussi la parole miroir. C'est de se dire les choses qu'on a envie d'entendre. Au lieu d'attendre que ce soit quelqu'un qui le dise, c'est que toi-même, tu peux te le dire, comme si tu étais un coach bienveillant. Donc, par exemple, de dire, je vois que tu as peur, je vois que c'est pas facile, je sais pas ce que je vais traverser, mais je vais y aller, je suis pas seule. Donc, ces 3 rituels, ce sont des rituels que j'utilise depuis bientôt
euh, on va dire une trentaine d'années, même avant que je ne sois coach. Parce que quand on a été très rapidement mise devant la responsabilité et devant le fait d'être adulte, même à 14 ans, bah, on se dit, bah, il va falloir que je trouve moi-même les moyens d'avancer. Et ces trois rituels-là, ce sont des rituels qui m'aident énormément et qui aident aussi les personnes que j'accompagne. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est juste normal et naturel que je le partage aujourd'hui. Merci à toi, Asna. Je vais juste lire un commentaire et ainsi nous allons avancer vers le volet 4. Alors, il y a Vanessa dans le chat qui dit, on parle de mots et de mots, mais on en arrive également à parler de langage du corps qui a une importance fondamentale dans toute communication. Et quand il n'y a pas de mots, il y a toujours un autre langage qui n'est pas toujours aisé d'analyser pour adapter son discours. Je dévie peut-être de la discussion. Non, Vanessa, je pense que Michel, dans ses réponses, a eu à en parler, hein, en expliquant qu'il y avait clairement un lien entre la tête, le corps et que finalement ça dépendait d'une culture d'une personne à l'autre et qu'il y a certains qui avaient besoin finalement de pouvoir verbaliser au fait les choses, d'autres au travers du mouvement et donc c'est de dire voilà, je t'encourage à regarder le replay, comme ça nous permet de respecter le timing de 1h30 qu'on s'était alloué, comme dans tous les autres Move Up Talk. Donc, cher coach, il nous reste exactement 10 minutes. Vous avez compris qu'il n'y a pas un moment de questions-réponses, mais les interactions se font tout au long de la séance. Et je vais vous poser la même question à tous. Si aujourd'hui vous avez, enfin, en face de vous, des personnes qui traversent des moments difficiles, ça peut être de doute, ça peut être une grosse épreuve professionnelle ou privée. Finalement, la personne se dit juste tout est arrêté, c'est compliqué, je ne rebondirai pas professionnellement ou je ne pourrai pas rebondir au niveau privé. Alors moi, j'ai envie de vous demander de leur adresser, enfin, j'ai envie de vous demander quel est le mot ou la phrase que vous offrez aujourd'hui à ces personnes. Donc, je reprends des personnes qui traverseraient des gros moments de challenge, de doute, puisqu'on parle de mots finalement. Un mot, une phrase pour eux ce soir, ou pour toutes les personnes qui vous écouteront en différé via YouTube. On va commencer avec Mamé Binta. Merci beaucoup, Alexandra. Là, il y a plusieurs mots qui passent, hein. Et oui, parce que oui, dans le coaching, on voit souvent des personnes qui pourraient se dire oui, que rien ne va marcher, que oui, ils sont pas capables de faire certaines choses. Et la dernière fois, j'ai suivi une jeune fille je crois que c'était sur la chaîne Brut Afrique, et qui vivait avec la drépanocytose et qui disait quelque chose de très intéressant en fait, parce qu'à la fin de l'interview, elle a dit euh, tout est possible avec des ajustements. Et ça, j'ai adoré entendre ça, tout est possible avec des ajustements. Donc, pour se dire qu'en fait, rien n'est figé dans ce monde et que parfois, en fait, il y a certains moments qui semblent interminables. Et non, c'est pas des moments interminables si on arrive à se faire entourer, à en parler, parce que c'est important de parler de ces mots et de ne pas les garder. Je crois que Michel le disait tout à l'heure pour les organisations, de vivre certaines choses et de ne pas les dire, de pouvoir les garder, ça ne règle pas des soucis. En fait, quand il y a certaines choses, il faudrait mettre des mots dessus, pouvoir en parler, aller chercher les ressources nécessaires, hein. Ça peut être des personnes bienveillantes avec nous. Moi, je dis toujours bienveillantes et honnêtes, hein. Ça peut être des coachs. Ça peut être si le coach, pour moi, c'est important parce que le coach est tampon et permet de questionner et de voir si c'est nécessaire, peut-être même de continuer avec des amis d'en parler ou de passer vers un thérapeute ou de passer voilà, vers un autre niveau qui serait plus adapté à nous permettre de pouvoir régler notre problématique. Et donc, pour moi, c'est de s'ouvrir euh, et de se dire que en fait, rien n'est définitif, finalement. Hein, on m'avait déjà dit ça quand je faisais du coaching avec Nathalie Vérac, de dire que rien n'est définitif. C'est-à-dire, c'est l'image et que je donne à beaucoup de coachés et qui m'a été donnée une fois, c'est que quand on traverse certains moments, c'est comme les nuages. Ils restent jamais là, ils sont là, mais ils passent et le soleil revient et après il y a les nuages. Et donc, c'est ça la vie.
Merci beaucoup. Je retiens de toi, Mamé Binta, rien n'est définitif. Tout à Super. fait. Je vais Ouais. passer la parole à Edwige. Edwige, même question. Alors, on parle bien dans un environnement professionnel, hein, J'ai envie de dire pas principalement. forcément, pas forcément, comme tu le sens, comme tu le sens. OK. Je veux pas complètement généraliser parce qu'on sait qu'il y a des situations très spécifiques où juste simplifier par quelques mots, c'est compliqué. Je pense notamment aux situations de deuil ou de autisme. On est d'accord. En général, je dirais qu'on m'a appris qu'il fallait éviter de prendre des décisions sous le coup d'une émotion, déjà. Certaines fois, le fait de traverser des choses très difficiles, ça peut nous pousser à faire des choses qui parfois ont des conséquences énormes ensuite. Et c'est important de voir que lorsqu'on est dans le vif du sujet, dans le gros de l'émotion, on n'a pas toutes les cartes en main et c'est préférable de différer les décisions si on a des décisions à prendre. Et la deuxième chose qu'on m'a dite qui m'a beaucoup servi, c'est justement, c'est en lien avec le thème, il faut mettre des mots sur les mots. Est-ce que ce que je ressens, c'est de la colère? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la tristesse, etc., etc. Déjà, le fait d'arriver à analyser et à mettre un mot sur son mal du moment, c'est une première étape. Et une fois qu'on a franchi ça, ce qu'il faut savoir, c'est que typiquement la colère, c'est comme une graine en fait. Quand on l'enfouit, elle prend racine et elle pousse. Donc très clairement, la première étape, c'est d'identifier l'émotion, mais la deuxième étape, c'est de la traiter. Une émotion, c'est vraiment, c'est une information qu'il faut traiter et quand elle n'est pas traitée, elle se transforme en quelque chose de beaucoup plus compliqué. Merci beaucoup, Edwige. Mettre des mots sur nos mots et ne pas prendre de décision sous l'effet de la colère. Thank you. Michel, je t'en prie. Euh, donc, après tout ce que vous avez dit, j'ai envie d'ajouter que la phrase que je dirais, c'est donne-toi des permissions. Hmm. Euh, Parce que quand on creuse un peu, on se rend toujours compte que les gens, en fait, ils attendent quelque chose, ils attendent qu'on leur donne une permission, qu'ils aient le droit de faire quelque chose, mais en fait, ils attendent toute leur vie et ça n'arrive jamais, évidemment. Voilà. Et donc, parfois, il suffit de poser une question, hein. Quelle est la permission que tu attends? Si tu devais te donner une seule permission maintenant, ce serait laquelle? Par rapport au problème qui les nourrit ou qui les bloque, hein. Et parce qu'en fait, on a tous les droits. Si on est bienveillant et que les choses qu'on fait ont du sens, voilà, donnons-nous des permissions. Voilà. Yeah. Donnons-nous des permissions. Thank you, Michel. Asna? Pour moi, ça serait une citation de Bouddha que j'aime énormément. Et ça dit accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Le soleil se lève toujours quelque part, même après un orage ou un tremblement de terre. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui invite à la résilience et la sérénité face aux défis. Elle nous encourage vraiment à s'accrocher, à ne pas s'accrocher au passé, mais au contraire, à à faire confiance à ici et maintenant, ce qui est présent. Et puis, il y a aussi un autre tips que j'utilise beaucoup, c'est la respiration abdominale en cas de stress où on est dans des émotions très négatives, où notre corps, on ne le sent plus. Parce que clairement, c'est de l'oxygène qui ne sort pas. C'est une méthode efficace, c'est ça calme, ça réduit l'anxiété. Elle consiste à inspirer profondément par le nez et on gonfle le ventre. En disant que quand on inspire du positif et tout ce qui peut nous apporter du calme. Et là, on va reprendre tous les souvenirs heureux qu'on voit, les personnes qui nous font sourire, les bons souvenirs. Et après, on expire lentement en mettant la main sur le ventre, en rentrant le ventre. On expire par la bouche, ce qui permet en fait de libérer tout ce qui est toxique. Et le faire 4 fois, 5 fois, ça aide énormément en cas de stress intense. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on conseille quand on est dans un avion et quand on a des prises de panique ou d'anxiété, c'est de prendre une sorte de papier, là, d'enveloppe, et puis voilà, on respire, on fait de la respiration abdominale dedans.
Donc ça aide aussi énormément. Super, super. Mais écoutez, je ne sais pas pour vous, mais vous m'avez beaucoup ressourcé. C'était vraiment un environnement très agréable, très bienveillant. Je pense que vous l'avez constaté, on a un peu dévié du guide d'entretien parce qu'avec ce que vous donniez et vous partagez, c'était vraiment, allez, très ressourçant, je me répète. Je pense que je peux me permettre de le dire, que ça fera autant de bien aux différentes personnes qui ont pu nous suivre, à en croire ce que j'ai comme message au niveau de mon WhatsApp qui arrive et les quelques commentaires que nous avons dans le chat. Moi, j'ai envie de vous remercier tous les participants, nous remercier pour prendre le temps de nous poser, de nous questionner et de partager ces choses. Et pour prendre le temps à ceux qui ont pris le temps de suivre enfin, cette séance et qui prendront le temps de suivre le webinaire, le replay, de vous remercier d'être bienveillant et de vouloir faire en sorte d'aller mieux. Alors, pour rejoindre tous les autres, moi, la phrase que j'aime me conditionner chaque matin à dire, c'est vraiment le meilleur n'est jamais derrière, le meilleur est devant. Je fais ce choix. C'est comme ça. On idéalise souvent les moments passés, on idéalise l'enfance, on idéalise finalement tout ce qui est derrière nous. Mais faisons le choix aujourd'hui, maintenant, de déjà prendre une journée à la fois, avec beaucoup d'indulgence, en nous donnant des permissions, comme disait Michel, en acceptant ce qui est et en laissant partir, comme disait Asna, ce qui doit partir. Et finalement, ben voilà, en prenant les choses et en se disant que ben, le soleil va finir par apparaître et au travers des nuages, on va quand même continuer d'avancer, on va quelque part. Mais voilà, il est exactement 18h30 à Bruxelles en tout cas. Donc, ce qui fait qu'il est 19h30 à Madagascar. Il doit être 17h30 à Kinshasa et donc 16h30 au Sénégal. Je vous remercie pour votre participation à tous. Belle période off et au plaisir de nous retrouver tous en forme pour la rentrée en septembre et donc pour la prochaine saison des Move Up Talk. Merci à tout le monde, merci chers coachs et amis et à très vite en tout cas. Vraiment, Merci Merci Alexandra, merci à beaucoup. tous. À très vite. Merci Alexandra, merci à tout le monde. Merci Alexandra. merci. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir.